Bonjour à tous. La transformation digitale est un sujet en vogue depuis quelques années déjà. La pandémie a non seulement accéléré cette dynamique, mais permet aussi aujourd'hui de recentrer les stratégies des enseignes sur les consommateurs. Alors, dans ce nouveau contexte, comment les enseignes vont justement pouvoir attirer et fidéliser leurs clients? Autour de cette table, Jérémy Dalloy, fondateur et CEO de Reach5, Jean-Christophe Bouvenet, Product Manager, et Pierre Barre, Chief Technology Officer de Reach5. Bonjour à tous. Bonjour Louise Camille. Alors, je parlais justement de la pandémie. Jérémy, selon vous, quel a été l'impact de la crise sanitaire sur la digitalisation des revendeurs? Alors, on a observé effectivement un changement assez massif, justement, une accélération très forte de la digitalisation des entreprises. Les entreprises avaient déjà de toute façon initié leur transformation digitale à une vitesse plus ou moins équivalente selon les enseignes. Néanmoins, on s'est aperçu qu'à la fermeture des magasins, même si le commerce physique est loin d'être mort, comme je le citais récemment, et on voit des grandes enseignes qui continuent à ouvrir des magasins, hein, je crois beaucoup aussi au retail physique, mais quand tout se ferme du jour au lendemain, il faut effectivement faire preuve d'une agilité sans commune mesure. Et donc, beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas prêtes, qui n'avaient pas mis en place des stratégies de click and collect, etc., se sont retrouvées bien évidemment à mettre tout cela en place très très rapidement et donc d'accélérer très fortement leur digitalisation. Et on a vu l'explosion bien sûr du paiement sans contact, c'est une chose, et d'ailleurs pendant la crise on a augmenté les plafonds de paiement sans contact, bien évidemment, mais on a aussi vu l'explosion du click and collect ou bien entendu des livraisons à domicile, et puis ce mouvement des livraisons à domicile s'accélère. Et puis les consommateurs, eux, aujourd'hui font un retour prudent dans les boutiques. Bien évidemment, là, on observe, notamment en France, un véritable retour dû à la fin, en tout cas on espère que c'est la fin de la crise sanitaire, mais est-ce qu'ils retrouvent véritablement, et ça c'est une autre question que je pense on traitera plus tard, l'expérience digitale dans le physique? En tout cas, c'est l'importance et la stratégie omnicanale que les entreprises continuent de mener aujourd'hui au travers justement de cette transformation. Alors justement, Jean-Christophe, Jérémy vient juste de parler des enjeux, des nouveaux enjeux des retailers. Aujourd'hui, quelles sont les conséquences concrètes chez vos clients de cette crise? Du coup, déjà pour refaire un point sur ce que vient de dire Jérémy, effectivement, la plupart des retailers dont on parle, ils ont l'habitude d'avoir une expérience et une interaction avec leurs utilisateurs, leurs consommateurs, qui se fait principalement par le physique. Ça fait seulement depuis quelques années que, grosso modo, on essaye de bâtir des expériences équivalentes sur le digital, sur le web. Et la crise sanitaire a en fait accéléré ce processus de transformation pour que les gens consomment de plus en plus sur Internet. Mais en faisant ça, les retailers se sont finalement positionnés dans un endroit qu'ils ne maîtrisent peut-être pas autant que d'autres grands de la tech qui sont déjà présents depuis bientôt 20 ans et qui sont là, qui établissent finalement ce qu'est le niveau d'expérience attendu aujourd'hui sur Internet. Donc je pense qu'il y a un premier levier qui est fort pour ces marques, c'est finalement de pouvoir être au moins à niveau de ce qui est fait par les grands de la tech. On va penser à Amazon, Google, Apple, etc. Et après, l'autre avantage que ces marques ont, c'est que finalement, elles sont multicanales par essence et il faut qu'elles arrivent en fait à constituer cette expérience digitale qui soit uniformisée, homogénéisée, à la fois en physique, mais aussi en digital. Pierre, on parlait d'une expérience digitale. Quels sont les challenges technologiques que les marques vont avoir à relever? Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les marques sont plutôt mal outillées pour proposer une expérience qui soit fluide, agréable et sécurisée. Leur principal problème, c'est qu'elles s'appuient aujourd'hui sur une multitude de bases de données qui correspondent aux différents points de contact qu'elles ont aujourd'hui sur le physique et sur le web. Et ces bases de données ne sont pas connectées entre elles. Donc le premier défi qu'elles ont, c'est de réconcilier la donnée, agréger ces données sur un profil unique qui va se constituer au fur et à mesure des interactions. Donc sans ce profil unique, il est quasiment impossible d'avoir une vue holistique du consommateur et donc de lui proposer une expérience personnalisée, voire même tout simplement de lui proposer une authentification sans friction. Et j'en viens au deuxième défi qu'elles ont, c'est l'implémentation de cette authentification. Par la force des choses, elles ont été obligées d'implémenter en général un simple système de login mot de passe qui ne garantit pas aujourd'hui un niveau de sécurité suffisant. Pour se le prouver, il n'y a qu'à constater le nombre de fuites de données qu'on constate tous les jours. D'autres, pour pallier à ce problème,
se sont lancés dans l'implémentation de standards, on appelle ça des RFC aussi, mais le problème, c'est que la moindre mauvaise interprétation de ces standards conduit inévitablement aussi à des fuites de sécurité qui sont majeures pour les marques. Chez Rich5, nous avons implémenté ces standards. Cette implémentation, aujourd'hui, elle est éprouvée et elle est validée de manière récurrente par des tests de sécurité. On appelle ça des tests de pénétration. Et c'est ça qui nous permet de donner une garantie à nos clients. Alors, jusqu'ici, on a beaucoup parlé donc, des nouveaux enjeux des marques. L'un des enjeux principaux, évidemment, c'est d'avoir une valorisation en tant qu'actif financier. Oui. Jérémy, est-ce qu'aujourd'hui, on peut établir une corrélation directe entre ce qu'on disait, c'est-à-dire une meilleure qualité de relation entre la marque et son client et sa valorisation ? Ah oui, il y a une véritable... Alors là, c'est un vrai point. C'est-à-dire, il y a une véritable valorisation de la connaissance client depuis des années. En fait, il y a un changement de paradigme dans tout ça. C'est-à-dire que, historiquement, une entreprise se valorisait, bien évidemment, au travers de son EBITDA financier. Je pense que ça reste quand même le cas, quoique ça peut se discuter, c'est un autre débat, c'est une autre question. Mais elle se valorisait aussi par rapport à son emplacement, c'est-à-dire la place qu'elle proposait. Plus vous aviez en fait de places de parking à proposer, plus vous faisiez venir du monde dans vos magasins. Et donc, à ce moment-là, les gens consommaient plus. Aujourd'hui, ce monde-là est fini, c'est là où il y a un changement de paradigme, c'est que les gens consomment davantage sur le digital, se déplacent de moins en moins. Preuve en est, on voit des entreprises dans le quick commerce qui lèvent effectivement beaucoup d'argent en ce moment pour livrer en un temps record 12 minutes, 13 minutes, 10 minutes. C'est même celui qui livre le plus vite, qui lève le plus potentiellement. On pourrait regarder les choses sous cet angle-là. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la valorisation d'une entreprise va se faire à partir de ses actifs, de la connaissance client et donc des ID qu'il aura en base. Et plus effectivement il y a une connaissance client accrue et une connaissance client unique, ça c'est très important parce que ça fait écho à ce que disait Pierre tout à l'heure. L'enjeu c'est d'avoir une approche holistique de la gestion des identités et puis d'avoir une vue unique client, un ID unique. Et ça c'est très important parce que depuis des années on a construit, pour faire face justement à cette frénésie du multicanal, on n'a pas construit une approche omnicanale, mais on a construit des silos. À chaque fois, il fallait faire des silos de vente, de communication, etc. Les silos n'étaient pas forcément liés les uns entre les autres, et on a perdu cette capacité à adresser le client de manière complètement unique. Or, aujourd'hui, adresser les clients de manière unique, l'ID client unique, c'est la clé de voûte pour une meilleure personnalisation. Et nous, c'est ce qu'on va proposer chez Rich5. Donc, l'ID client, c'est anciennement le nombre de places de parking que vous aviez effectivement dans vos centres commerciaux. C'est plus vous avez d'ID clients connus, identifiés, vérifiés, plus vous avez un asset fort et une valorisation de votre entreprise forte. C'est un premier point. Un deuxième point que je souhaiterais ajouter, c'est l'expérience client. Je pense qu'on va en parler après. Qu'est-ce qu'une expérience client réussie ? Je pense qu'ici, il faut se mettre avant toute chose à la place du consommateur. Et moi, j'ai tendance à dire qu'aujourd'hui, le client n'est plus roi, mais le client, il est plutôt ce qu'on appelle empereur. Et il est devenu empereur parce qu'il règne partout, en fait. Il règne aussi bien dans votre marque, dans votre enseigne, mais aussi chez tous les concurrents. Et en fait, à produit équivalent, qu'est-ce qui va faire la différence ? C'est l'expérience client que vous allez lui proposer. Et cette expérience client, il faut qu'elle soit fluide. Pierre l'a dit, il faut un maximum de fluidité. Jean-Christophe l'a dit. On a rebondi sur qu'est-ce qu'offrent aujourd'hui les grandes entreprises ? Amazon, Google, etc. Une fluidité incroyable. Le client, il est reconnu partout, systématiquement, sur tous ses points de contact. Il a un sentiment d'être sécurisé, qu'on respecte ses données. Ça fait écho à la publicité récemment qu'a mis en place Apple. Je pense qu'on l'a tous vu. Elle est incroyable, cette pub. Vous savez, quand vous êtes traqué sur votre téléphone et au fur et à mesure que vous quittez le bureau et que vous rentrez chez vous dans votre salon, vous avez plein de monde autour de vous que vous ne connaissez pas. Mais oui, mais on est dans l'ère de la privacy. Et donc l'empereur, il est à la fois fainéant, il veut que ça aille très vite, il veut être reconnu. Imaginez Napoléon dans votre magasin. Vous devez le reconnaître. Et aujourd'hui, force est de constater que sur les parcours clients, on ne reconnaît nulle part. Sauf sur Amazon. Quand vous êtes sur Amazon, vous êtes toujours reconnu systématiquement. Et c'est ça que le client veut. Donc simplicité, reconnaissance. Il veut contrôler ses données. Il veut qu'on sécurise ses données. Il y a de plus en plus de fuites de données, peut-être qu'on en parlera après, mais une expérience réussie, finalement, c'est une expérience qui répond à toutes ces injonctions. Et ça, c'est ce que nous, on va permettre au travers de notre plateforme de proposer à nos clients avec Rich5. Justement, une plateforme qu'on appelle un petit peu dans le jargon la plateforme SIAM. Pierre, quels sont les avantages de cette plateforme ?
Alors juste SIAM, pour ceux Oui. qui ne nous connaissent pas, autour de la table. Identity and Access Management, Voilà. évidemment. Alors, le SIAM touche à des domaines assez variés comme l'expérience utilisateur ou la cybersécurité. Donc une plateforme SIAM, ce qu'elle permet, c'est la constitution d'un profil au fur et à mesure des interactions de l'utilisateur avec, que ce soit en magasin ou que ce soit sur le site web. Et une plateforme SIAM permet aussi, de par la profondeur des données qu'on va stocker sur ce profil, de mieux personnaliser l'expérience client. Et puis une plateforme SIAM, ça propose aussi une multitude de moyens de s'authentifier. Évidemment, le très connu login mot de passe, mais pas seulement. Donc nous proposons le one-time password, le mot de passe à usage unique pour une interaction hyper rapide. On propose le social login, qui permet de mettre l'utilisateur dans un contexte qu'il connaît mieux, qu'il maîtrise mieux, et donc faciliter ses connexions. On propose le multifacteur. Multifacteur, c'est dans les cas où on a besoin d'un niveau de sécurité supérieur. Et puis, j'ai envie de dire, il y a un peu le Graal, c'est la biométrie. Le Graal, parce que ça accumule les avantages de tous les autres moyens d'authentification. Et donc, la question qu'on peut se poser à ce moment-là, c'est quel est l'intérêt pour une entreprise, pour une marque, d'aller implémenter elle-même tous ces moyens, toute cette technologie, plutôt que de s'appuyer sur une plateforme SIAM. Donc évidemment, beaucoup l'ont fait aujourd'hui, parce qu'il a fallu qu'elle donne des moyens à ses utilisateurs de se connecter. Maintenant, ça reste un sujet très complexe et qui nécessite un haut niveau de sécurité. Et donc, ont-elles encore les moyens de continuer à investir, à maintenir ces systèmes ? N'est-il pas préférable pour elles de se concentrer sur leur cœur de métier, sur lequel elles ont une vraie valeur ajoutée? Et à ce propos, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, on évoque la partie plutôt sécurité du SIAM en général, mais ça, c'est que la face immergée de l'iceberg, dans le sens où on construit aussi ce type de solution pour aider les marques à construire cette vision unifiée avec toutes les démarches de progressive profiling, où on parle de fluidité dans les parcours utilisateurs. Mais un des axes fondamentaux dans cet aspect en particulier, c'est vraiment de dire une personne qui vient sur un site e-commerce, elle ne vient pas pour donner directement toute sa fiche d'identité, son carnet de santé, etc. Donc en gros, il y a vraiment une démarche de demander des informations au moment où c'est opportun, au moment où la personne a besoin de faire quelque chose qui nécessite ces informations. Et les solutions comme Reach5 sont justement là pour accompagner les marques à récupérer les informations au bon moment et pas demander des formulaires d'inscription potentiellement où on demande la terre entière à chaque fois à chaque personne. Alors, juste, je vais rebondir sur ce que ont dit Pierre et Jean-Christophe, parce que il faut illustrer ça. Et si je l'illustre, en fait, c'est quelque part, évidemment, aujourd'hui, le consommateur, et si je reprends mon client empereur, au travers de cette image, il n'a ni le temps, ni l'envie de se perdre dans des frictions, comme remplir un formulaire de 4 pages long comme le bras. C'est fini. Il faut que ça aille vite. La friction, le mot de passe est une friction. On avait fait une étude avec OpinionWay, justement chez Reach5, auprès de plusieurs milliers de consommateurs, pour leur poser la question très simplement, quelles sont les frictions dans le parcours client? Le mot de passe en est un. Il y avait une majorité, je crois 75% des répondants à cette question, ont avoué, ont cliqué, en tout cas, ont dit qu'ils quittent le parcours client à partir du moment où on leur demande de créer un énième mot de passe. Mais bien sûr, c'est une friction énorme. Et aujourd'hui, on a des moyens, pour rebondir sur ce que disait Pierre, d'authentification moderne qui permettent justement de ne plus avoir cette friction. Et ça va résoudre 2 enjeux majeurs. Le premier, c'est l'expérience client, la fluidité de l'expérience client, proposer des moyens d'authentification modernes. Aujourd'hui, la biométrie, c'est génial. Pierre l'a dit, on a ce qu'on appelle le passwordless ou le one-time password, c'est se connecter ou se créer un compte avec son numéro de téléphone sans mot de passe. Ça aussi, c'est très simple. Le social logging aussi, c'est très simple. Mais force est de constater que la majorité aujourd'hui des entreprises ou des enseignes ne le proposent pas du tout. Et c'est dommage parce qu'elles perdent beaucoup de clients. Donc la première vertu, c'est l'expérience client. La deuxième vertu de tout ça, c'est la sécurité. Aujourd'hui, une étude du Gartner là, qui est sortie il n'y a pas longtemps, la majorité, je crois, c'est 90% des attaques donc faites par les hackers concernent effectivement le compte client au travers d'attaques de type credential stuffing. Donc c'est trouver effectivement des combinaisons d'emails mots de passe sur dark web et de les jouer sur tous les sites. Et alors quand vous imaginez qu'on copie-colle son mot de passe compliqué, parce qu'il a fallu faire un mot de passe compliqué sur une dizaine de mêmes sites, bon, c'est un régal finalement pour le hacker.
Et moi, mon expérience personnelle, je peux la donner très rapidement en 1 minute. Récemment, j'allais pour faire une grosse commande d'achat d'énergie pour me chauffer l'hiver. Et j'arrive sur un site. Alors, j'avoue que je ne commande pas ça comme on commande ses courses toutes les semaines au Drive. Néanmoins, bon, je ne suis pas reconnu, bien évidemment. C'est de l'email mot de passe. Donc, déjà, il faut se poser la question, mais quel email j'ai utilisé? On a tous plusieurs adresses email. Alors qu'un numéro de téléphone, on n'en a tous qu'un. Un compte Instagram, on n'en a tous qu'un, potentiellement. Mais une empreinte digitale, elle est unique à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, bon, je me casse la tête pour savoir quel email j'ai utilisé la dernière fois que j'ai commandé. Je le trouve. Le mot de passe. Mais quel mot de passe j'ai utilisé? Je ne sais plus. Au bout de 4-5 mots de passe, je dis, bon, j'arrête là. Bon, ça va, je suis chez moi, je suis patient, je suis tolérant. Je fais un oubli de mot de passe. Ça, c'est classique, ça fonctionne bien. Je reçois un email qui me permet de changer de mot de passe. Là, j'observe un premier problème en tant qu'expert. Mais je reste un consommateur. Hein. C'est que je retape un nouveau mot de passe. On ne gère pas sur ce site l'entropie du mot de passe, donc la complexité du mot de passe. Et donc, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, il y a un sujet de sécurité qu'il faut adresser. Bon, je ne mets pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, je mets un autre mot de passe. Je ne vais pas vous le dire, hein, quoique il y a des vidéos qui traînent sur le site, sur Internet. Il y a plein de vidéos sur YouTube où les gens disent dans la rue leur mot de passe, quoi, fétiche. C'est terrible, bref. Et donc, je change mon mot de passe, et je suis content, donc c'est validé. Et là, j'ai une page qui apparaît et qui m'affiche. Vous avez eu trop de tentatives qui ont échoué, donc votre compte est bloqué. J'ai été patient d'arriver jusque-là. Je pense qu'il y a déjà un bon nombre de consommateurs qui quittent à ce moment-là, justement, le site. Bon, eh ben là, ma patience a des limites. Donc là, je ne vais pas attendre qu'on me réautorise l'accès à ce site. Je pars ailleurs, j'achète ailleurs. C'est un panier moyen très important. Hein. Et donc, combien cette entreprise perd de clients pour une expérience client qui est pauvre? Parce que c'est pauvre. Dans la vision de Rich5, et que je partage régulièrement, c'est que nous croyons à la fin des mots de passe, beaucoup. Et nous portons cette vision depuis le début. Parce qu'aujourd'hui, on a des moyens d'authentification modernes qui nous permettent de dire que demain, l'usage de mots de passe, ça ne sera plus, le cas. Il y aura un changement de paradigme. Ça sera peut-être 10%, peut-être moins. Je vais vous couper, Jérémy, je vous en prie. encore quelques points à aborder. Du coup, Pierre, aujourd'hui, Rich5 propose une solution cloud native. Est-ce que ce type de solution va s'imposer demain comme étant le nouvel allié des marques? Alors, pour moi, ce qui est surtout important, alors le fait que ce soit cloud native, évidemment, mais ce qui est aussi important, c'est de souligner qu'on n'est pas attaché à un fournisseur particulier de solutions de cloud. Et ça c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, on est dans des écosystèmes de services et dans ces écosystèmes, les marques doivent pouvoir s'appuyer sur des partenaires qui proposent une expérience proche de leurs utilisateurs finaux et qui tient compte des législations de la résidence, du pays de résidence de ces utilisateurs. Je prends juste un exemple rapide, c'est très clair. Vous fournissez un service pour la Chine ou pour la Russie, vous êtes obligé d'héberger les données sur ce territoire. D'ailleurs, même en France, si vous travaillez avec des services qui dépendent plus ou moins directement de l'État, vous êtes obligé de localiser les données sur le territoire français. C'est un vrai point. Il y a 2 choses sur ce que dit Pierre qui sont hyper importantes. Il y a notre capacité justement à accompagner les entreprises, nos clients, dans le monde entier. On est déployé dans plus de 90 pays aujourd'hui dans le monde et sur les différentes plaques continentales. Et donc, on a une solution bien sûr complètement cloud native, mais multi-cloud, qui nous permet de déployer aussi bien sur du Google Cloud Platform, du Microsoft Azure, du Amazon, mais aussi sur Yandex en Russie, aussi sur Alibaba et Tencent en Chine, par exemple. Et ça, c'est un avantage concurrentiel très fort de la plateforme Rich5. Deuxième point, juste que je vais ajouter très rapidement, on a vu, malheureusement, OVH est une année 2021 difficile. Moi, je connais des clients qui sont sur OVH, de belles entreprises de renommée qui ont été complètement bloquées dans leur business digital avec ce qui s'est passé hier. Donc nous, on garantit un niveau de disponibilité très fort. Voilà. Ok. Merci beaucoup à tous pour vos réponses et merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.